C'est déroutant. L'histoire chrétienne dit que Jésus était un descendant de David. Voici la cité sur laquelle David et Salomon régnaient il y a plus de 3000 ans. Aucune trace de présence israélite? Pas de David? Pas de ville sainte? À la mémoire du général de division Shlomo Goren, premier grand rabbin des forces de défense israéliennes et grand rabbin d'Israël, chef des libérateurs du mont du Temple et du mur des Lamentations. L'histoire des anciens Israélites conquérant le pays en tant que peuple élu du Dieu unique n'est peut-être pas vraie. Mais lorsque les Israéliens prennent Jérusalem en 1967, au nom de cette histoire, des soldats qui n'ont jamais montré d'intérêt pour leur religion fondent en larmes en arrivant au mur. C'est un site symbolique. Mais certains spécialistes affirment qu'il n'y a pas eu de ville judaïque ici avant le 9e siècle avant Jésus-Christ, quand c'était la Judée, pas du tout Israël. Leur affirmation a une grande signification politique, qu'ils le sachent ou pas. Si la question est quand devient-elle la capitale d'Israël, elle ne l'a jamais été. Alors en réalité, Jérusalem est devenue la capitale d'un État appelé Israël en 1967. Peut-on dire ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la première fois que l'ancienne ville de Jérusalem est associée à un État du nom d'Israël. Il n'est pas étonnant que les sionistes trouvent ce genre d'affirmation très dangereuse. Je ne pense pas qu'ils tentent vraiment de menacer l'existence de l'État. Ils fournissent des armes et des munitions à ceux qui veulent lui retirer sa légitimité. L'archéologie est un grand puzzle. Et même si vous dites que je n'ai pas trouvé telle ou telle pierre, il en reste largement assez pour reconstituer le tableau. Le peuple de David est absent. Et celui de Goliath? Larry Steiger creuse sur un de leurs sites, Ashkelon. Bizarrement, il n'a pas eu le même problème. Nous cherchons des Philistins? Les voici. Nous sommes sur la côte. C'est un monde ici totalement différent. C'est un monde cosmopolite. Les gens qui vivaient ici vivaient dans des villages agricoles. Nous avons de nouveaux éléments qu'on n'a jamais vus. Si on s'en tenait aux découvertes, on serait obligé de dire qu'au temps de la monarchie unifiée, Jérusalem n'était pas grand-chose, alors qu'Ashkelon était une cité prospère. Les Philistins étaient apparentés aux Grecs. Nous avons des poteries peintes qui remontent à l'époque des Grecs mycéniens. Nous trouvons également à Chypre, ici, ainsi que dans certaines parties du monde grec, des omoplates de vaches qui ont été incisées. Il peut y avoir 30 ou 40 incisions, et elles servaient comme instrument de musique. C'est encore une chose que l'on trouve chez les Philistins, mais pas dans les cultures environnantes. Cette découverte que les Philistins viennent de la Grèce antique, le monde décrit par Homère, donne du sens à certains points de la Bible qui semblaient déconcertants. Si on prend l'histoire de David et de Goliath, David, bien sûr, ne porte pas d'armure. Il n'a pas de casque, à l'inverse de Goliath. Nous savons que les Cananéens et les Israélites n'avaient pas de casque, mais que les Grecs en avaient. Goliath est essentiellement un guerrier mycénien. Il porte une pièce que les Cananéens et les Israélites ne porteraient jamais. Il a des protège-tibias. Et ils sont en métal. Est-ce qu'Onsbable aurait-il ainsi été équipé? Nous disposons du vase des guerriers de Mycène. Et ces guerriers portaient des casques et des protège-tibias. Il est impossible que quelqu'un puisse suggérer autant de détails précis sur eux, comme nous en avons dans la Bible, sans avoir des sources fiables. En fait, les fouilles nous ont appris une chose que nous n'avions jamais envisagée. La plupart des gens ont dans l'idée que les Philistins, dans l'acceptation actuelle du terme, étaient des gens grossiers et des rustres. Eh bien, nous découvrons qu'ils étaient très sophistiqués, des citadins, avec une culture cosmopolite. Là-bas, il y a une grande cuve en calcaire. Ah oui.
Eh bien, cette cuve servait de baignoire. On avait connaissance de baignoires dans le monde mycénien, à Chypre, mais on n'en avait jamais vu dans cette région jusqu'à l'arrivée des Philistins. Quand on pense au personnage biblique de Goliath, c'était un véritable géant. La baignoire que vous venez de trouver n'a pas l'air très grande. Puis-je voir sa taille? Bien sûr. Pour avoir une idée. Je suis petit, alors je ne pense pas que... Oh, remarquez, ça irait. Pas mal. Pas mal. Plutôt pour un personnage comme David qui est censé être petit. Ou plutôt pour Dalila. Ces Philistins commencent à m'impressionner. Prendre son bain au soleil, ça devait être parfait. C'est un endroit superbe pour prendre une leçon d'archéologie, Larry, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. On peut la remplir maintenant. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Merci. Si nous ne savons rien de la vie dans la Jérusalem du Xe siècle, il existe tant de traces des Philistins que nous pourrions même goûter leur cuisine. Vous voyez, John, cette jarre philistine, nous l'appelons jarre de cuisson, parce qu'elle n'a qu'une seule anse. On peut verser tout ce qu'elle contient, et elle a un fond plat, ce que nous appelons une base en forme d'anneau. Oui. Elle est très différente des poteries cananéennes. Voici un récipient de cuisson cananéen. Bien sûr, il a été reconstitué à partir de toutes les petites pièces qu'on a retrouvées sur le site. Mais le résultat final est un récipient de cuisson typique de la période des Philistins. On voit qu'il est très ouvert. Complètement différent de la jarre philistine. À fond rond. Si on essayait pour voir comment les Philistins préparaient leur repas dans ce pot. Essayons. Après tout, c'est vous l'archéologue. Oui. Plus on découvre de détails sur les Philistins, plus l'Ancien Testament semble précis à leur sujet. Il nomme même le site où nous cuisinons, Écron, et ce nom a été trouvé ici sur une inscription. Mais la Bible décrit les Philistins comme ayant toujours vécu dans la région, alors qu'en réalité, ce sont de nouveaux envahisseurs. Aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, au temps de la guerre de Troie, la Méditerranée orientale est en plein chaos. Des populations entières se déplacent. Les Égyptiens subissent les attaques des peuples de la mer. La colonie philistine de la côte cananéenne fait partie de cette mouvance. Jusqu'alors, Ashkelon était une ville cananéenne. Quelque part entre 1200 et 1150, les Philistins se sont installés. C'était une nouvelle culture qui s'imposait à l'ancienne. Parfois, ils allaient jusqu'à brûler les premières cités cananéennes. En fait, de nombreux spécialistes pensent que les Israélites étaient des réfugiés cananéens, des bergers installés dans les collines à cause du désordre dans les plaines fertiles. Lors de ce grand bouleversement, il n'y a pas de doute qu'il y a eu des difficultés économiques qui ont obligé les groupes de bergers à s'installer et à produire leurs propres semences. Je vois donc la naissance du premier Israël comme faisant partie du tableau plus général des événements ayant eu lieu en Méditerranée orientale. Cet argument est basé sur les découvertes faites dans les colonies rudimentaires des collines, qui semblent être les premiers sites israélites. Les poteries des maisons cananéennes sont israélites. Les jarres de cuisson, dans leurs maisons à 4 chambres caractéristiques, ont le col évasé et le fond rond. Elles sont conçues pour la cuisine cananéenne. Mais il n'y a rien de tout ceci à Jérusalem. Aucune trace de quiconque y cuisinant quoi que ce soit au Xe siècle. Ce qui a amené certains spécialistes à affirmer que de grandes parties de l'histoire des Israélites étaient complètement mythiques, y compris l'existence même du roi David.